les impôts, les banques qui s'effondrent, l'allongement du durée de cotisation pour arriver à la retraite. Actuellement, l'actualité économique, elle est absolument partout. Et on est même un petit peu débordé par celle-ci. On ne sait plus vraiment quoi faire, on ne sait plus vraiment qui croire et comment croire. Et donc, pour nous aider à décrypter toute cette actualité, enfin ces trois actualités principales déjà, eh bien, j'ai demandé à Philippe Béchade de venir me rejoindre. Alors, Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Donc, Philippe Béchade, vous êtes donc rédacteur en chef de la lettre Agora aux publications Agora. Et puis, vous êtes aussi sur Trading Lab. Donc, vous avez une bonne vision de l'économie. Et ce que j'aimerais commencer par voir avec vous, c'est en fait ces déclarations d'impôts qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait extrêmement peur aux gens, c'est un mail qu'ils ont reçu du fisc et où on les met à poil, en fait, où on demande à chacun d'aller déclarer en ligne ce qu'il a, etc. Et alors, moi, pour compléter ça, j'ai eu un message ce matin, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, et j'ai eu un message ce matin, de quelqu'un donc qui l'avait fait. J'ai eu un commentaire sur ma vidéo, quelqu'un qui avait fait ça, et qui se retrouve avec une augmentation de taxes. Donc, qui en fait, s'est fait, qui a joué le jeu, qui allait remplir tout ce que lui demandait l'État, et qui se retrouve avec des augmentations. Donc, quelle est votre vision de ça, en fait? Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle demande de l'État? C'est un nouveau cran franchi dans le caractère intrusif de l'État. Bon, si chacun possède un ou plusieurs biens, c'est déjà connu du fisc. On paye déjà des impôts locaux, on ne paye plus la taxe d'habitation, mais le fisc savait tout de nous, savait quel bien était loué, alors pas forcément au centime près, mais enfin si, on déclare quand même ses revenus locatifs. Et là, il faut à nouveau remplir quelque chose que le fisc a priori connaît déjà. Alors, je pense que l'intention derrière est de vérifier que les personnes qui sont propriétaires de plusieurs biens ne les laissent pas dormir inoccupés dans un contexte de marché locatif extrêmement tendu, parce que pour ceux qui ont déjà des locataires, le fisc sait tout. Par contre, effectivement, avec cette déclaration, on est obligé éventuellement de dévoiler des biens que l'on possède et qui sont inoccupés, dont on ne tire évidemment aucun revenu. Donc, il n'y aura pas de sujet de taxation. Et ces biens, quand on en est propriétaire, évidemment, on est déjà imposé dessus, même s'ils sont inoccupés. Mais là, le fisc saura effectivement formellement qu'est-ce qui est occupé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et alors là, et qui l'occupe. Ça aussi, je comprends pas. C'est quoi l'idée de demander l'identité des occupants Bon, Oui, on se demande un peu quel est l'objectif derrière ça, quoi. S'il n'y a pas c'est peut-être. Et là encore, je me fais pas l'avocat du diable, mais l'État soupçonne-t-il qu'il y a des marchands de sommeil qui louent à 10 personnes en déclarant qu'une seule et en encaissant des loyers au black, etc. C'est peut-être effectivement pour lutter contre des vilains capitalistes marchands de sommeil. Voilà, oui, en tout cas, je peux l'interpréter comme ça. Mais c'est vrai que ça crée du stress pour tous les gens honnêtes dont nous faisons partie et qui ne sous-louons pas ou qui ne faisons pas du black sur notre immobilier locatif. oui, c'est vrai que moi, c'est vraiment une question enfin, un commentaire que j'ai eu très souvent qui était de dire, mais le fisc sait déjà tout, il sait déjà mes revenus locatifs, il sait déjà combien de maisons que j'ai, pourquoi il vient me demander de vérifier, de renoter tout ça. Ah, Mais parce que après ça, ils peuvent faire un recoupement. Par exemple, imaginons que je déclare que j'ai du pont Durand dans un petit immeuble de rapport à Rouen.
Et d'un seul coup, le fisc veut dire, tiens, Durand, rue Blurp à Rouen, mais ces gens-là n'ont pas du tout déclaré qu'ils habitaient là. C'est assez curieux. Je les retrouve là, il y a une autre adresse. Voilà, donc ça peut permettre effectivement de faire des recoupements et de mettre à jour certaines choses un peu bizarres. Enfin voilà. Ouais, alors je pensais aussi, moi, que ça pouvait servir en fait de travailler sur la base fiscale. C'est-à-dire que il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, j'ai lu que le fisc cherchait de nouveau des nouvelles choses à taxer pour essayer, parce que bah voilà, on est dans un pays endetté qui ne s'en sort plus, avec des taux d'intérêt qui augmentent, donc ça devient de plus en plus difficile de s'endetter, ça coûte de plus en plus cher, et donc ils cherchent un peu d'argent à prendre. Et j'ai cru lire que justement ça allait servir peut-être à créer des nouvelles bases taxables pour essayer de voir s'ils pouvaient prendre de l'argent ailleurs de manière suffisamment significative pour que ça vaille le coup de le faire. Bah, ce qu'ils pourraient déjà faire, c'est dire, voilà, on fait passer une loi, y compris à coup de 49.3 et à coup de matraque, où les gens qui ont des biens inoccupés, on leur dit, bah voilà, vous allez être taxé à la hauteur du loyer que vous devriez percevoir si vous louiez votre logement au lieu de le laisser vide pour essayer de faire de la plus-value sans vous embêter avec un locataire qu'ensuite vous aurez de la difficulté à mettre dehors. Donc, on pourrait très bien imaginer effectivement que se profile dans un avenir pas trop lointain une taxation intégrale des loyers non perçus pour obliger à louer, effectivement, et ne pas avoir de l'immobilier comme simple Ah réserve oui. de valeur. Ah oui, oui, obligé à louer, ce qui permettrait de compenser un peu les problèmes, enfin d'essayer de compenser les problèmes qu'il y a actuellement sur le Bah, locatif. ou vous louez, et, bon, voilà, ça sera un bien en plus, ou vous ne le louez pas, mais de toute façon, l'État va se récupérer une taxe équivalente à celle qu'il pourrait percevoir. Voilà de l'argent qui rentre, et en plus de ça, ça permet non pas de criminaliser, mais quand même de stigmatiser ces gens qui ont des biens qui dorment, alors qu'ils pourraient être effectivement utiles à la collectivité dans un contexte effectivement où c'est extrêmement compliqué quand même aujourd'hui de trouver un logement dans les métropoles où Ouais. il y a de l'emploi. Oui, avec en plus les passoires thermiques qui vont sortir du marché, ça va vraiment compliquer en plus les choses. Donc ça pourrait être une première solution. Donc effectivement, il y a peut-être ça derrière. Ok, ok. Bon, en tout cas, voilà, on a essayé de défricher un peu ce problème des impôts qui arrivent et qui nous semblait un peu, enfin qui a semblé étonnant à beaucoup de monde et qui a vraiment interrogé énormément de personnes. Le deuxième sujet, c'était les banques. On a eu pendant un moment, donc je pense que tout le monde est au courant maintenant, mais je vais quand même le rappeler au cas où. On a eu donc la banque SVB, la banque de la Silicon Valley qui s'est effondrée pour des problèmes obligataires, mais ça on en parlera peut-être après, mais pour des problèmes en fait d'obligations, hein, ils étaient gavés d'obligations de l'État américain. Ils ont été obligés de les vendre pour diverses raisons, seulement ils les ont vendus au marché et le marché n'en voulait pas parce que à l'époque les taux d'intérêt étaient très faibles et donc ces obligations ne valent plus grand-chose aujourd'hui que les taux d'intérêt ont monté et ils ont dû constater une perte et ils ont fait faillite. Suite à ça, donc l'État américain a essayé de sauver deux ou trois autres banques qui étaient en difficulté. On a même vu les plus grosses banques venir essayer d'en sauver une autre qui était une banque d'affaires avec plutôt une banque de milliardaires, mais qui était en train de s'effondrer aussi. Et puis, ça passait en Europe enfin pas contre toute attente, contre les seules attentes de Bruno Le Maire, mais tout le monde était au courant que ça allait se faire. C'est passé en Europe avec le Crédit Suisse qui a été racheté par UBS, histoire de nous faire encore un monstre bancaire qui va devenir encore plus too big to fail. Donc, moi, j'ai toujours dit que le problème du too big to fail, c'était peut-être parce qu'ils étaient too big. Donc, il y a eu ça. Et puis, on a eu la Deutsche Bank qui a failli se retrouver au tapis aussi. Est-ce que, et alors moi, je pensais que c'était terminé. Et puis, on a Warren Buffett hier. Donc, Warren Buffett, pour ceux qui ne le savent pas, c'est probablement le plus grand investisseur au monde.
En tout cas, il fait partie des 5 plus grosses fortunes mondiales et donc c'est un financier qui fait des investissements plutôt éthiques, enfin plutôt sur des investissements long terme et qui nous a dit non mais les banques, c'est probablement pas fini, il y a sûrement encore des trucs dans les placards. Donc, je voulais avoir votre avis, Philippe Béchade. Est-ce que vous pensez qu'on en a fini avec les banques, que c'est maintenant calmé, que les banques centrales ont fait ce qu'il fallait? Il faut dire qu'elles ont agi très vite. Ou est-ce que vous pensez que non, qu'on va encore voir des mouvements sur les banques prochainement et qu'on doit s'inquiéter pour l'argent qu'on a dans nos banques? Bah, on se le disait hors antenne avant de commencer l'interview. Y a-t-il des cadavres dans les placards? Je dirais que pour certaines banques et même certaines compagnies d'assurance, c'est carrément une morgue. Il y a non seulement des créances de plus en plus douteuses sur l'activité donc d'offres de crédit. Aux États-Unis, le taux de défaillance sur les crédits auto, on a passé la barre des 6,5, c'est-à-dire on est très très loin au-delà des pires niveaux qu'on avait observés en 2007-2008. On va commencer à avoir des défaillances énormes sur l'immobilier commercial aux États-Unis. Je rappelle que pour la seule ville de San Francisco, il y a actuellement pratiquement 30% du parc immobilier qui est vacant, c'est 29 et des brouettes. Et ça correspond d'ailleurs pratiquement à 30 millions de mètres carrés inoccupés. Les investisseurs qui ont acheté des tours, qui ont reconfiguré de l'immobilier pour en faire effectivement du commercial, ils ne peuvent rembourser que s'ils encaissent des loyers, et sinon que 2 tiers ou 70% de leur parc occupé, ils vont pas pouvoir rembourser. Je pense que les investisseurs, ce qu'on appelle les rates aux États-Unis, ils sont confortables à partir du moment où le taux d'occupation est de 85 ou 90%. On y est en France, pour vous dire que je ne dis pas que les problèmes des États-Unis sont nos problèmes à nous. Mais comme on parle des banques, là, ça va poser problème d'avoir comme clients des gens qui ont emprunté des dizaines, des centaines de milliards et qui n'encaissent pas assez de loyer pour rembourser. Donc là, il va falloir qu'ils provisionnent beaucoup pour faire face aux impayés sur les crédits auto, sur le crédit carte bancaire et le crédit immobilier commercial qui me paraît être vraiment le grand point noir qu'on doit absolument surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc ça, alors, des banques obligées de provisionner, c'est des banques qui évidemment ne peuvent pratiquement plus prêter. C'était le souci qu'a eu SVB, c'est qu'on s'est dit à un moment, ils ont prêté à beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du cash burn, qui ont besoin de se refinancer en permanence. Ils se sont financés à 0, à 0, à 0, à 0. Et d'un seul coup, c'est 3,50, c'est 4, c'est 5. Et on s'est dit, il y en a, ils vont pas pouvoir s'offrir un refinancement à 3, 4 ou 5. 3 pour l'Europe, 5 pour les États-Unis, etc. Et on est très très au-delà, même pour les signatures un peu dégradées, à double B, etc. Ceux-là, ils vont payer 7. Ben, ils vont pas pouvoir. Et donc là, des gens, enfin des banquiers spécialisés comme SVB vont voir leur claquer dans les pattes, effectivement, des clients, mais dont c'était la nature de ne devoir leur survie qu'à un refinancement permanent. Donc ça, il y a encore pas mal de boîtes, autres que dans le secteur immobilier, qui vont avoir de vrais soucis avec le refinancement. Et puis là, on va arriver, en plus de ça, quelque chose qui est vraiment là, l'éléphant dans le corridor, c'est que la dette américaine, il faut également la refinancer. Et comme vous avez de moins en moins de gens qui ont envie d'acheter du dollar ou de se servir du dollar pour payer les matières premières et le pétrole, donc il n'y a plus de pétrodollar. Donc le financement de la dette américaine, si ça ne se fait plus en captant l'épargne mondiale, il va falloir qu'il fasse comme en Europe la BCE, qui sollicite les banques qui achètent les émissions du Trésor. Et aux États-Unis, si c'est pas les étrangers qui achètent les émissions du Trésor américain, bah ça va être les institutionnels américains.
Alors évidemment, bon, on va en placer pas mal auprès de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity, etc. Mais ça va pas suffire à un moment. Donc, le vrai souci, c'est que les banques vont voir leurs résultats baisser fortement au cours des prochains mois, avec une sinistralité qui augmente fortement, et vous avez des banques qui vont avoir en plus de ça beaucoup de mal à lever des fonds sur les marchés comme ils le faisaient pour pouvoir faire face à la demande de crédit, puisque on l'a vu avec le Crédit Suisse, quand vous levez vous faites des petites émissions qui sont de la quasi-trésorerie, c'est convertible en actions. Ben, ce risque n'existait pas jusqu'au 15 mars dernier, et d'un seul coup, ce risque s'est matérialisé. Mais qui va avoir envie de prêter de l'argent à court terme à une banque, certes avec une bonne rémunération, avec le risque que cette banque connaisse un souci et convertisse une partie de la dette en actions. Donc, un double effet de ciseaux se profile pour les banques. Et je termine avec la cerise sur le gâteau. Du 10 au 15 mars, les marchés obligataires ont enregistré le mouvement le plus brutal de l'histoire. On a vu jusqu'à 70 points de base d'écart sur du 6 mois, du 1 an, du 2 ans. Et vous aviez majoritairement des traders, et opérant souvent pour le compte des banques, qui sont elles-mêmes les principaux partenaires de la Fed. Donc tout le monde était positionné à la baisse sur le marché obligataire puisque la Fed nous disait ça va aller plus haut, ça sera pas 5, ça sera pas 5,5, ça sera probablement même au-delà. Vous avez été trop optimiste. On va faire encore plus fort que ce que vous aviez envisagé. Puis d'un seul coup arrive l'histoire SVB et là les taux perdent 100 points. Mais tout le monde avait bien écouté les banques centrales, bien sagement. Et donc tout le monde était positionné à la baisse. Combien les divisions gestion pour compte propre ont perdu en 3 jours du 9-10 au 15 mars dernier? Il doit y avoir des paumes absolument phénoménales. Ils avaient perdu leur chemise avec la baisse de 18% du compartiment obligataire en 2022. Et là, je pense qu'ils se sont pris, en l'espace de 72 heures, ils se sont pris aussi des écarts de 10-15% dans la terrine. Ah oui, donc. Mais alors, on va avoir des banques qui vont être extrêmement fragilisées aux États-Unis. En Europe, où on en est? Est-ce que ça va nous impacter? Est-ce qu'il y a vraiment des risques bancaires en Europe? Ou est-ce que voilà, c'est cloisonné aux US et on échappera au problème? On n'échappera pas à tout, puisque avec les prêts garantis, les PGE, on a maintenu en survie artificielle des tas d'entreprises zombies. Donc, on l'a vu déjà en 2022, le nombre de faillites a passé la barre des 50 000, donc c'est déjà un record depuis la période noire 2008-2010. Donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont au tapis. Les artisans boulangers, tous ceux qui ont besoin de chambres froides, de frigo, etc., avec l'électricité qui fait x4 ou x5, il y en a aussi qui mettent la clé sous la porte. Bon, ça, ce sont autant de clients qui vont pas rembourser leur banquier. Ils vont déposer. Et ben, ça va laisser une ardoise à la banque. Vous avez des promoteurs qui sont coincés, comme aux États-Unis, avec des tours sorties de terre, et on va avoir du mal à les remplir. Donc, ils rentreront pas de loyer. Là aussi, je sens que les choses vont se tendre. Et puis, une banque. J'ai cru dire pour l'immobilier, pardon. J'en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai cru lire des articles. On me disait que ça devenait très tendu pour les SCPI. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont investi de l'argent via la bourse ou via autre chose dans des SCPI, ou alors dans des sociétés comme Clépierre, ou enfin je cite pas Clépierre à dessein, mais c'est juste pour donner une image. Donc des grosses boîtes d'immobilier. Il y a un problème actuellement sur ces boîtes-là ou comme on peut l'avoir eu aux États-Unis. Moi, tout à l'heure, quand vous me parliez
de San Francisco, j'étais plus qu'inquiet. On a des problèmes de cet ordre-là en Europe, ou au moins nos SCPI, etc., sont safe. Ben, écoutez, tout est une question de liquidité, de confiance. Si vous pensez que certaines SCPI ont des structures financières fragiles, parce que vous avez au fond de vous un petit commissaire aux comptes qui sommeille et d'un seul coup un jour de pluie, vous troquez votre tour en vélo ou votre partie de golf contre tiens, je vais éplucher un peu les comptes de cette SCPI et vous dites oh là là, mais ils sont pas bien eux. Et vous allez appeler le lundi pour dire restituez-moi mon argent. Alors, il y en a qui n'auront pas trop de soucis, et puis il y en a d'autres qui vont dire alors là, en ce moment, vous savez que ça tombe un peu pâle, on a beaucoup moins de souscriptions, donc là, aujourd'hui, on va avoir du mal à trouver des acheteurs pour vos parts, et si c'est nous qui les rachetons, faut qu'on réalise qu'on vende certains de nos actifs. Aujourd'hui, je sais pas à qui on va les vendre, ni à quel prix. Ça peut être très embêtant. Alors, aux États-Unis, il y a déjà pas mal de rates qui ont restreint la possibilité de retirer des fonds. Alors, vous dites, ouais, c'est des petits, les gens, ils avaient qu'à aller chez les gros. Ah alors, ceux qui étaient chez BlackRock, ils se pensent que c'est tranquille. Pas du tout. Même chez BlackRock, il y a certains fonds immobiliers dont vous ne pouvez pas retirer la totalité, où on va vous dire c'est 20% ou 30% à la fois par trimestre, etc. Donc on a déjà le souci aux États-Unis et qui a débordé donc la catégorie des petits où on aurait mieux fait de pas mettre les doigts. Et en France, les CPI, on n'a jamais eu de problème depuis les années 90. Il y avait eu des soucis dans les années 90. Hein. Il y en a même qui avaient fait faillite. Hein. Donc, on a complètement oublié ce souci, parce que là encore, on parle de risque non matérialisé, mais le jour où le risque se matérialise, l'impact psychologique fait qu'on aura une réaction en chaîne, exactement comme on l'a eu avec SVB, où les gens se sont dit, tiens, toutes les banques qui ont le profil SVB, non systémique, non garanti, etc., il peut leur arriver la même bricole. Le jour où la confiance vole en éclats, où tout le monde se dit « Ouh là là, je veux pas être le dernier à sortir de ma SCPI », les choses risquent de se bloquer très vite. Non pas parce qu'il y a des SCPI qui sont effectivement qui sont sur la corde raide là à l'instant où on se parle, mais parce que si 10-15% des clients veulent récupérer leur bille, ils sont incapables de leur restituer. 3-4% de clients qui demandent de récupérer leurs fonds, ça passe. 10%, 15%, ça passe plus. Et au-delà, on est dans le bank run. Donc tout est une question de confiance. Mais il n'y a aucune SCPI qui serait à l'abri le jour où d'un seul coup, il y aurait, vous voyez, aux 20 heures, on commence à interviewer des épargnants paniqués. Je peux plus retirer d'argent de ma SCPI. On fait venir ensuite des stars de BFM pour expliquer que ah ouais vraiment on n'avait pas envisagé un seul instant de se retrouver dans cette situation. Mais rappelons-nous quand même que dans les années 90, on avait eu le problème de la liquidité, etc. Et c'est un problème qui est autoréalisateur. Tant que personne ne songe à récupérer ses sous, il n'y aura aucun souci pour les SCPI. Mais comme on dit, comme disait Warren Buffett que tu citais, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui se baignait à poil. Ah oui, non, mais il y a vraiment un risque. Il y a un risque surprenant. Mais voilà, en fait, en vous entendant parler de San Francisco, je me suis rappelé les 2-3 lectures que j'avais eues récemment où on disait, voilà, il y a des SCPI, alors moi les lectures elles étaient sur des grosses, mais des grosses qui commençaient à être en difficulté, quoi. Donc voilà, donc ça mais il n'y a pas que San Francisco. Hein. J'ai la liste, moi, des villes où il y a des taux de vacances dans l'immobilier de bureau et commercial. Vous avez 5 ou 6 villes américaines et parmi des grosses où le taux de vacances est déjà voisin de 20%. Hein. Je peux vous citer Phoenix, Boston, Seattle, hein, c'est Boeing, hein, Seattle. Voilà. New York, on est au-delà de 15% de taux de vacances.
Et ça risque de s'aggraver encore si on est en récession, parce que les entreprises qui licencient, bah, elles auront besoin évidemment de moins de postes de travail, de plateaux moins grands. La récession n'a pas encore commencé aux États-Unis, que l'immobilier commercial est déjà en difficulté et que je pense qu'il y a déjà de vrais problèmes de liquidité sur des équivalents SCPI aux États-Unis. Là, je suis très clair. D'accord. Ah bah, écoutez, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, mais on s'y ouais, d'accord. Bon, bah, on va voir donc comment les SCPI européennes et françaises arrivent à survivre à ça, et puis derrière, comment les banques européennes vont réagir à toutes ces difficultés. Ouais. Alors, c'est pas un problème global des SCPI, hein, attention, je le répète, hein, Oui, oui. je suis précis, hein, je vous dis, c'est bien l'immobilier commercial. Les murs de boutique, pour l'instant, ça marche encore très très bien. Les centres-villes sont en train de se revitaliser. C'est un petit peu lié, bien sûr, au Covid, où on a retrouvé le charme et le goût d'aller chez le traiteur du coin, de faire ses courses dans un périmètre relativement proche. Il n'y a pas de problème au niveau des murs de boutique pour l'instant. Il n'y a pas de problème non plus au niveau de l'immobilier locatif. On est à 98% de taux d'occupation du parc. Et en plus de ça, si on retire effectivement du G, du parc locatif, je ne connais pas de SCPI qui exploite du F ou du G. Hein. Donc eux, ils ont les bons produits. Donc eux, ils ne sont pas menacés. Donc là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau des SCPI locatifs destinés aux particuliers. Mais attention à l'immobilier commercial. D'accord. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, donc, c'était sur les retraites. D'ailleurs, on parlera peut-être du coup un peu d'épargne après, parce que les deux sont liés. Donc, pour ceux qui nous regardent, hein, au moment où on enregistre, on est vendredi après-midi. On a vendredi 14 avril après-midi. On n'a pas eu l'information de ce qu'allait faire le Conseil constitutionnel. Mais on peut parier assez facilement, étant donné les membres du Conseil constitutionnel, que ils Qui vont ne sont pas pas des rejeter la loi constitutionnalistes, en donc bloc. ils Voilà, sont pas ils vont pas rejeter constitutionnalistes en bloc à vraiment. l'exception d'un qui est un vrai Ouais. constitutionnaliste. Et puis bon, Alain Juppé, j'imagine qu'en tant qu'ex-premier ministre, il connaît un peu la Constitution. Enfin, les autres ne sont pas Ouais. des constitutionnalistes. Ce sont des gens qui sont là pour enregistrer les desiderata de l'Élysée et point barre. Ils nous ont accepté C'est un peu ça. toutes les mesures les plus liberticides et les plus anticonstitutionnelles. Donc voilà, il n'y a plus Conseil constitutionnel, c'est une Oui. chambre La, la, d'enregistrement, c'est tout. la dernière personne qui est rentrée au Conseil constitutionnel, je me rappelle plus son nom, c'est une dame, je me rappelle plus son nom, est sûrement quelqu'un de fantastique, mais c'est quelqu'un qui a Ce serait été pas Madame nommé par Malbec? Emmanuel Macron. Ah non, c'est Ça va être peut-être, non, c'est Malbec. Jacqueline. Non, il y a Jacqueline Gouraud et il y a Madame, je crois que c'est Véronique Malbec. Voilà. Et elle a été nommée donc par Emmanuel Macron, et son diplôme, qui a vraiment beaucoup de choses à voir avec la justice, c'est qu'elle a une licence d'histoire. Ah, c'est Donc, Madame, c'est Madame Gouraud, c'est Jacqueline Gouraud. Madame Gouraud. Voilà. Donc, licence d'histoire, voilà, vous pouvez être conseiller. Vous avez deux possibilités de carrière. Hein. Soit vous devenez prof en banlieue, soit vous rentrez au Conseil constitutionnel. Ça dépend à quel point vous connaissez le président. Ça dépend de son réseau, c'est toujours pareil. Il y a eu Il faut avoir le bon Juppé réseau. a été nommé. C'est un peu ça. Enfin, on voit tous, la plupart ont été nommés soit par Macron, enfin pas la plupart, mais beaucoup ont été nommés, soit par Macron, soit par le président du Sénat. Sénat et Assemblée, les deux. Et l'Assemblée. Sénat, il est macrono-compatible, il a déjà dit plusieurs fois. Et Assemblée nationale, celui qui l'a nommé, c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand. Lui était Richard Ferrand, qui est un grand ami de Macron et qui est de toute manière fait partie du parti d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'ils ne vont pas rejeter les choses, que c'est surtout un truc politique, pas un truc juridique. Alors je sais qu'on va râler parce qu'on a dit ça, mais parce qu'il ne faut pas faut pas jeter un doute sur les institutions, mais enfin là quand même, je veux dire, c'est tellement une bande de potes que c'est difficile de ne pas jeter un doute sur l'institution. Ceci dit, oui. Très honnêtement. Également, on ne voit pas Laurent Fabius rejeter oui, bah oui.
les, Oui, les propositions de Fabius Fils au travers de McKinsey. Hein, voilà. oui, non, mais voilà. Mais bon, mais voilà. Alors si demain, enfin ce soir, ils nous annoncent que ils ont tout rejeté en bloc, alors là, je ferai une vidéo pour m'excuser. Mais je suis assez tranquille. Ils vont rejeter 2 ou 3 articles qui sont liés, par exemple, au fait que les entreprises déclarent les gens de plus de 55 ans, des choses comme ça, et en plus, qui ont été mis là, à mon avis, uniquement pour que le Conseil constitutionnel puisse les rejeter, pour dire, regardez, on existe, et on n'est Exactement. pas à la botte du gouvernement. Et c'est en plus des articles qui pourront après remettre dans une nouvelle loi, Mais évidemment. puisque c'est des articles qui sont accueillis. Donc en fait, Absolument. à mon À avis, 2 heures du matin, un amendement déposé à la dernière minute par un député Renaissance, voté par 16 collègues à l'Assemblée face à 3 députés de l'opposition présents. On sait comment ça marche. Et évidemment, ce que tu décris, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre, en effet. ça paraît net. Mais alors, du coup, pourquoi, selon vous, on va vers on fait cette réforme des retraites? Quel est l'objectif? Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'il fallait la faire? Voilà, où on en est. On a eu du mal à avoir vraiment le fin mot de l'histoire et à comprendre ce qu'il en était. Donc, est-ce qu'il fallait la faire? Et s'il ne fallait pas la faire, eh ben, pourquoi est-ce qu'on l'a passée? Pourquoi on en est là, en fait? Mm. Alors moi, j'aime bien cette question parce que je peux te défendre les 2 propositions. Pourquoi fallait-il la faire? Et pourquoi il n'y avait aucune urgence et à la limite, on pouvait faire tout à fait autrement. Alors, je vais commencer par pourquoi fallait-il la faire? Ben, tout simplement parce qu'il faut que M. Macron donne des gages à ceux à qui il rendait compte, probablement, ou en tout cas à qui il a envie de complaire. J'imagine que son agenda doit dépasser de loin les frontières de notre pauvre petit pays français, de notre pauvre région française, voire notre pauvre canton français au sein de l'Europe. Donc je pense qu'il vise beaucoup plus haut. Et pour être un candidat crédible à quelque chose, j'imagine, de plus élevé, de plus grand que la France, il doit montrer sa capacité, son inflexibilité. Donc, c'est pour moi une sorte un petit peu de test d'autorité ou de soumission, tout comme l'ont été d'ailleurs les 80 km/h qui étaient complètement Mmh. absurdes, que personne ne réclamait, qu'aucune hécatombe sur les routes ne justifiait, et que Édouard Philippe a porté, a imposé contre la 80 ou 90% de l'opinion. Donc c'était un premier test de soumission, puis arrivait ensuite le test de soumission de l'auto-attestation, puis le test de soumission du vaccin, et puis de je prends mon café debout, non, je m'assois, et je reste par contre debout sur la plage, car si je m'assois, je suis immédiatement encerclé de CRS avec le carnet à souche à la main. Et là, la retraite, j'ai l'impression que ça procède un petit peu du même esprit. Parce que qu'on ne vienne pas m'expliquer que pour une hypothétique impasse de 13 milliards, ou mettez même 15 si vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est hypothétique, c'est une projection médiane. On pourrait très bien être optimiste en disant, après tout, on pourrait même retenir l'hypothèse où il n'y a pas de déficit, et il n'y en aura pas, c'est sûr, en 2024-2025, parce que vous avez tout l'argent accumulé au titre de la CRDS qui va venir abonder. Bref, on n'a aucun souci 2024, 2025, 2026. Il n'y avait aucune espèce d'urgence. Bon, mais imaginons même que ce soit 15 milliards. De l'autre côté, combien de milliards M. Macron vient-il de distribuer en Afrique, en Europe? Et d'ailleurs, de combien la France est-elle de sa poche vis-à-vis de l'Europe? On est un contributeur net. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne plus d'argent qu'on en reçoit. Et ça va certainement au-delà des 13 milliards. Les obligations indexées sur l'inflation, ça nous coûte aussi une blinde. Comme diraient mes amis suisses, ça va nous coûter un saladier. Et là, on est aussi sur quelque chose de l'ordre du 10 milliards. Mais ça, c'est encore de la gnognotte en comparaison, d'abord du CICE,
où là, on est plutôt sur du 130 milliards par an, donc 10 fois le trou supposé hypothétique du régime des retraites. Il y a eu le bouclier tarifaire sur le pétrole d'abord, et puis ensuite sur l'électricité. Et sur l'électricité, il y avait un moyen très très simple d'éviter de perdre 70-75 milliards, donc déjà 5 années du pseudo-déficit des retraites. Il y avait déjà un moyen d'économiser 75 milliards en sortant, comme les Espagnols et les Portugais l'ont fait, du marché commun de l'électricité. Là, hop, 75 milliards d'euros économisés. C'était peut-être de l'argent qu'effectivement on n'aurait pas besoin aujourd'hui d'aller chercher dans la poche des salariés. Alors ensuite, je passe sur la fraude fiscale, sur les multiples centenaires qui sont financés au-delà de nos frontières. Enfin, il y a des gaspillages absolument colossaux. Je dois dire que si vraiment le problème, c'est un problème de budget et qu'on essaie de nous vendre l'idée que si on ne réforme pas les retraites, nos créanciers vont cesser de nous faire confiance, alors je ne comprends pas pourquoi ils se sont rués pour acheter 600 milliards de dettes qui rapportaient zéro, parce qu'on était avec des taux zéro jusqu'à une date récente. Ils se précipitaient 500, 600 milliards, ça leur fait pas peur, et n'avoir aucune rémunération leur fait pas peur. Et aujourd'hui, pour 15 milliards, bien rémunérés, ils seraient plus là. Alors là, je veux qu'un psy analyse les marchés, parce que là, ça relève de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Ah oui, d'accord. Donc ça serait pas... parce qu'effectivement, cette année, on va emprunter 300 milliards, je crois, à peu près au marché. Enfin, il est prévu 270, mais on sera plus proche de 300. Ouais, arrondissons. Donc c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'il refuse de nous prêter 15 milliards ou 17 pour passer les retraites, c'est vrai que ça semble plus qu'étonnant. Attendez, je vais aller plus loin. Lundi, c'était férié. Lundi prochain, regardez combien il va y avoir de soumissions lors de la session hebdomadaire d'émission de France Trésor. Bon, je suis ça d'un œil distrait parce que je suis pas un spécialiste et que je suis pas acheteur. Mais toutes les semaines, je pointe quand même combien de fois, par rapport à l'offre, il y a eu de la demande. Donc c'est 2,5, 2,6, etc. Il n'y a jamais eu, depuis la crise du Covid, et on va tous mourir, je n'ai jamais vu les créanciers de la France ne pas demander au moins 2,5 fois le montant de dette qu'on pouvait souscrire. Donc, imaginons que même demain, on retombe à seulement 2 fois. Vous voyez, c'est-à-dire que la demande n'est que de 2 fois les tranches d'émission proposées. Il y a toujours pas à s'en faire. Le problème, c'est le jour où on va arriver peut-être à 1,3 fois la demande, alors qu'on est à 2,6. Mais je ne vois rien de tel se produire. Donc, quand vous avez Agnès Verdier-Molinier, que je salue au passage, et j'apprécie ce qu'elle écrit, etc., et qui nous dit effectivement que le gouvernement fait ça pour rassurer les marchés, mais les marchés, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, bon sang. Et surtout avec une dette où on obtient aujourd'hui du 2,40 sur du 10 ans. Enfin, il n'y a aucun problème. Et donc l'idée, ça serait plutôt, c'est un test de soumission de la population, en fait. En tout cas, que vous orientez. Moi, je me dis comme ça n'a aucun sens. D'abord, l'argument rassurer les marchés n'a aucun sens. L'argument, le régime, il capote demain. C'est faux. On a des réserves. On a, je sais plus, on doit avoir 50 milliards de réserves. Je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent bien les retraites, mais en tout cas, on n'a aucun souci, à mon avis, avant 2030. Donc, on est en 2023. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de partir dans la pièce en courant, en s'arrachant les cheveux. Il n'y a aucun problème. Et 15 milliards, ce n'est rien. Je le répète, s'accrocher au système de marché commun de l'électricité, on gaspille 75 milliards. Et l'EDF est ruiné. Donc, vous voyez, si on veut arrêter de gaspiller du pognon, on peut. Avant d'aller demander plus d'argent aux salariés, il faudrait déjà que l'État arrête d'en gaspiller.
ou qu'il arrête de fermer les yeux sur la fraude sociale et sur des retraités fantômes qui nous coûtent aussi une blinde. Voilà. Donc là, il y a du travail à faire avant d'aller chercher de l'argent. N'importe quel ménage qui gère son budget va dire bon, alors d'abord, je vais commencer par arrêter d'aller jouer au casino. Je vais arrêter de faire des allers-retours en voiture alors que je peux faire le même aller-retour pour 5 fois moins cher en bus ou en vélo électrique. Et puis, une fois que j'aurai vraiment réduit partout où je pouvais couper les dépenses et les gaspillages, alors là, peut-être qu'effectivement, je me dis, peut-être que je ferai des heures supplémentaires pour gagner un peu plus à la fin du mois. Voilà. Oui, d'accord. D'accord. Donc effectivement, on est sur quelque chose. Moi, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, étant donné les sommes qui sont données à droite et à gauche et les sommes qu'on emprunte, la somme pour les retraites semblait effectivement totalement ridicule, quoi. C'est vraiment surprenant. Bon, on verra donc. Bon, en tout cas, mais si c'est un test de soumission de la population pour voir si on arrive à lui faire ce qu'on veut, pour le moment, ça semble pas gagner, quoi, parce que vraiment, il y a eu une grosse révolte entre. Alors, ça se calme actuellement, mais il y a eu quand même une grosse révolte contre les retraites et des gens vraiment énervés, quoi. Donc, les gens sont peut-être énervés, mais on assiste à des scènes incroyables. Enfin, moi, j'ai vu des images hier de manifestants parfaitement pacifiques avec des élus de la nation, l'écharpe tricolore, se faire tabasser par des Robocop. Ces gens-là, évidemment, je ne pense pas qu'ils aient succombé à un instinct de violence et de voir couler le sang des crânes. Ces gens-là ont obéi à des ordres. D'accord ? Et ce qui est assez curieux, c'est que quand on voit les éborgnés, les gens qui ont le crâne en sang, c'est jamais ceux qu'on voit en train de casser des vitrines, sauter sur une bagnole ou ils foutent le feu. Donc, il y a un moment, il faudra se poser aussi la question de comment est gérée la colère des gens. Et j'ai l'impression qu'elle est gérée de façon à générer encore plus de colère et à faire en sorte que, effectivement, les manifestations dégénèrent. Et je trouve que les gens sont bien gentils quand même de se prendre autant de coups de bâton alors que leur seul tort était effectivement d'être au mauvais moment alors qu'il y avait un peloton de Robocop un peu énervé qui les ont nassés, gazés et tabassés. Voilà. Donc, si on cherchait effectivement à envenimer les choses et à se servir finalement d'une cocotte minute en essayant de la faire exploser, c'est peut-être que derrière, on a d'autres intentions. Parce que si on voulait effectivement faire péter la cocotte, on ne s'y prendrait pas autrement. Mais par contre, moi, je dois dire que les images que l'on peut voir sur les réseaux d'hier ou d'autres, je ne parle pas de Sainte-Soline, je parle vraiment de manifestants à Paris agressés, je me dis, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Jeux Olympiques se tiendront à Paris ? Imaginons qu'il y ait des petits incidents, des petits mouvements de foule autour des stades, des lieux de compétition, mais ça va être un carnage. Là, le maintien de l'ordre tel qu'on l'observe aujourd'hui, imaginez des touristes pris au milieu d'une charge de CRS ou d'un peloton de braves qui arrivent, la matraque tournoyante dans une main et la gazeuse dans l'autre. Moi, je le dis, j'ai assisté sur les Champs-Élysées il y a 3 ans, j'ai assisté donc à des jets de grenades lacrymogènes sur des groupes de touristes dans lesquels il n'y avait aucun manifestant. C'était des gilets jaunes à l'époque, évidemment. C'était cette période des manifestations. J'ai vu des forces de l'ordre jeter, tirer en cloche des grenades lacrymogènes à l'aveugle, ce qui est totalement interdit, sur des personnes qui étaient au loin non identifiées, et je peux vous le dire, c'était que des touristes en train de photographier le coucher de soleil sur l'Arc de Triomphe, qui n'ont même pas vu arriver les grenades lacrymogènes, puisque ça arrivait de derrière eux. Et j'ai aussi vu les mêmes forces de l'ordre balancer des grenades de désencerclement dans les pattes de gens qui étaient aussi des touristes, et qui n'étaient pas des manifestants, et il n'y avait rien à désencercler. Donc, quand je vous parle du test de soumission pour les retraites, quand je vois la gestion de la colère et de l'opposition à cette réforme, je me dis qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on accepte de réfléchir, parce qu'aujourd'hui, la réaction, c'est non, c'est pas possible. Mais pourquoi il ferait ça? Mais il faut se poser absolument la question de pourquoi.
Ils le font. Et pourquoi on nous vend cette réforme des retraites en nous disant chez nos voisins c'est 65, c'est 67, c'est 70. Alors, première chose, c'est 65, 67, 70, peut-être sur le papier, mais en pratique, les retraites en Europe se prennent à 62, 62 et demi. Si on veut travailler jusqu'à 70 ans, ça peut être un choix personnel. Moi, je connais dans mon entourage des avocats, des chirurgiens qui n'ont pas la main tremblante, qui sont encore très heureux de rendre des services ou d'être sur le front à 65 ou à 70 ans. Et les carrières dans les pays voisins, elles sont pas plus longues qu'en France, voire même plus courtes dans certains pays. Donc, ça veut dire que nous, si on dit qu'on a un âge à 62, à 62, si la carrière est complète, on prend sa retraite. Si elle n'est pas complète, on fait comme les autres. On va à 64, à 65, à 66. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Le problème, c'est pas l'âge de départ légal, c'est la longueur de la carrière. Or, en France, on est parfaitement comparable à nos voisins. Et chez nos voisins, il n'y a pas de fétichisme du 60 ans, du 62 ans, du 65 ans. Dans la sidérurgie allemande, si à 59 ans, vous avez fait votre carrière complète, vous prenez votre retraite. Si vous avez été chauffeur de train, etc., à 57, vous êtes en retraite. Mais pourquoi on nous cache ça? La question, pourquoi les régimes seraient-ils en déficit en France, alors qu'on a des durées de cotisation aussi longues que chez nos voisins, et même des tuyaux encore plus gros que chez nos voisins, puisque finalement, on s'aperçoit que les entreprises cotisent beaucoup plus. Donc, nous, on remplit le bassin de la retraite à distribuer plus vite que beaucoup de nos voisins. Si on compare les retraites à un bassin de piscine olympique, eh ben, nous, on a des très, très gros tuyaux, donc on remplit la piscine plus rapidement probablement que les Espagnols, que les Italiens, etc. Donc comme on a mis plus de débit, c'est de l'épargne différée, hein, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur sa feuille de paye, on voit qu'on a prélevé plus. Donc il y a un pot qui est plus important, ou il y a une piscine qui est plus remplie que chez nos voisins. Et nos voisins, ils ont choisi démocratiquement finalement de moins remplir la piscine ou de faire un panachage. On remplit la piscine et le petit bain. Donc la piscine, c'est le régime général des retraites, et le petit bain, c'est mon complément de retraite chez un assureur, etc. Donc je fais un petit peu de capi par ailleurs. Mais de tout ça, on doit discuter. On ne doit pas imposer de passer de 62 à 64 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a des gens qui sont en capacité de travailler à 65, à 66, et d'autres qui, à 59, 60, vaut mieux qu'ils arrêtent. Voilà, ça, c'est clair. Et donc, on a été coupé, on a eu un problème technique avec Philippe Béchade, mais tout le monde a entendu donc les choses, c'est-à-dire que on a une retraite qui est la même, on nous dit que les autres partent à un âge plus âgé, etc. Mais enfin, grosso modo, on a les mêmes tuyaux, on a la même retraite. Nous, on a tendance à plus cotiser que nos voisins, donc on doit avoir une retraite qui fonctionne aussi bien que nos voisins. Et il y avait après l'exemple que vous avez donné sur la piscine et le petit bain, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins de capitalisation. Nos voisins font peut-être, pour certains, beaucoup plus de capitalisation que nous, mais nous, on a choisi de tout mettre en commun dans la répartition. Donc voilà, mais les sommes que l'on met, nous, sont plus importantes que ce que mettent nos voisins. Donc si nos voisins s'en sortent, on devrait aussi pouvoir s'en sortir. C'est ça, j'ai bien résumé ce que vous... Oui, absolument. Les durées de carrière, 43, 44 ans, c'est à peu près équivalent chez nos voisins. Nos entrepreneurs belges, allemands, italiens, etc., voient qu'effectivement, ils payent moins, ils versent moins pour les retraites. Il y a moins de prélèvements sur la fiche de paye à la fin du mois. Donc, c'est un choix aussi. Voilà, on épargne un peu plus les entreprises, si vous voulez. Et les entreprises peuvent donner plus de salaire. Et avec ce surcroît de salaire, les gens peuvent décider après ça s'ils prennent un abonnement à la salle de sport, au golf, ou s'ils font de la capitalisation. Alors donc, ça, c'est des choix dont on peut discuter. Au lieu d'imposer à coup de 49,3 du 62 à 64, on pourrait se dire,
pensez-vous qu'il faille effectivement prolonger notre modèle ou au contraire l'accompagner et rendre chacun un peu responsable, c'est-à-dire que si l'entreprise verse moins au régime obligatoire, distribuera un petit peu plus de salaire et après ça, ben, à vous de voir ce que vous en faites. Sauf que les gens qui n'arrivent pas à finir, qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois, c'est sûr que eux, si on leur prend pas de l'argent sur leur salaire, c'est de l'argent qu'ils vont être obligés de dépenser parce que sinon ils sont à découvert. Vous voyez un petit peu le problème. Il faut penser aux plus fragiles. Voilà. Mais ça n'interdit pas d'amener une réflexion sur, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, à partir de 60 ans, pour ceux qui le veulent, passer à 4/5e, tiers-temps, mi-temps, faire de la souplesse, de l'aménagement. Enfin, vous voyez le nombre de choses qui avaient à envisager, à discuter, plutôt que de balancer du 62 à 64 avec des prétextes et des excuses qui n'ont aucun sens, qu'on peut débunker, dont on peut démontrer la fausseté. Et là, on s'aperçoit que les médias, évidemment, n'ont absolument pas fait leur travail parce qu'ils sont totalement complices avec le gouvernement. Mais n'importe quel journaliste qui fait bien son travail pourrait tenir exactement le même discours que je viens de tenir. Je suis pas un spécialiste de l'assurance, même si pendant 3 ans, j'ai collaboré avec une grande compagnie et je m'occupais justement des compléments de retraite des chefs d'entreprise. Bon, c'est un peu particulier, je m'occupais pas de la retraite, effectivement, de tous les salariés, mais les articles 83, etc., tout ça, ça existe, et pourquoi pas éventuellement réfléchir à une forme de généralisation de ce genre de formule. Enfin, il y avait énormément de choses dont on pouvait discuter. Bon, on a encore eu un problème technique qui a coupé Philippe Béchade, mais il avait dit l'essentiel de ce qu'il voulait dire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.